m'a demandé de pleurer en silence. J'ai eu en face de moi des personnes de la justice qui ont rigolé, jusqu'à ce que mon avocate lui demande d'arrêter. Elle a osé continuer. Pendant des minutes et des minutes entières de procès, j'ai eu cette femme en face de moi rigoler sur mon malheur. J'ai trouvé ça horrible, horrible. Pour moi, il y avait que la justice pour m'aider. Et la justice, elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. À la fin d'un procès, on dit toujours que le doute de la justice profite aux accusés. C'est quelque chose de terrible. Que ça entraîne une sorte de suspension de la pensée chez l'interlocuteur, avec une mine de dégoût. C'est-à-dire qu'il y a les deux à la fois. Il y a « Ah bon, ça existe ?» et puis tout de suite va venir la phrase « Enfin, une femme, ça ne peut pas violer. » Le chiffre noir représente cet ensemble des infractions commises qui ne sont pas portées à la connaissance des autorités judiciaires. Il est très très délicat de pouvoir avoir une idée assez précise de ce chiffre noir. Peut-être qu'il est plus important concernant les femmes. Il y a certainement des femmes qui ont des pathologies, des déviances qui peuvent en effet être à l'origine d'actes commis sur des enfants. Je crois que il faut l'entendre. C'est peut-être ça la difficulté. Il n'y a pas besoin d'être nanti d'un pénis pour violer un enfant. Une mère incestueuse, une femme pédocriminelle, la même imagination pénètre le corps de l'enfant de toutes les façons possibles. Et ça nous horrifie parce que c'est impensable. Parce que on se dit c'est pas possible ça. Parce que ça touche à quelque chose de tout à fait fondamental. Donc c'est le tabou parce que ça touche à quelque chose qui ne devrait pas être. Ça a commencé vers 6 ans, 6 ans et demi. Mon histoire a commencé avec mon beau-père. J'avais 14 ans, presque 15. Je pensais que ma mère n'était pas au courant. Mais elle l'était depuis le début. Et c'est après, au bout de 2 ans, que je me suis rendu compte que finalement, cette maman, elle était aussi coupable que mon beau-père. Elle prévoyait, elle lui laissait le temps et elle a participé. Ma mère m'a demandé de le caresser. Et j'aurais jamais cru que on en serait arrivé là. J'aurais jamais cru qu'elle le voulait. J'aurais jamais pensé que ma mère était au courant et qu'elle me ferait faire une chose pareille. Quand mes parents se sont séparés, papa avait déjà retrouvé une personne dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que ma mère a eu un comportement assez terrible, puisque son souhait était de partager la vie de mon père et de sa nouvelle amie. C'est aussi pour ça que papa a décidé de divorcer assez rapidement et de s'en éloigner. Je crois tout simplement que ma mère a décidé de reproduire ce qu'elle n'avait pas pu faire à cette époque-là. Je pense qu'elle a eu envie d'une vie à 3 et elle s'est servie de sa fille. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de porter plainte. Au commissariat, on n'a pas voulu me croire sur le fait que je pouvais vivre sous le même toit que ma mère et mon beau-père, qu'il se passe tout ça et que je ne dise rien. J'ai parlé de ma mère la deuxième fois que j'ai porté plainte en fait, puisque la première fois ça n'a pas abouti et que mon dossier était fermé. Donc j'ai décidé de reporter plainte une seconde fois, là en expliquant réellement les choses et ce qui s'était passé. Et donc ma plainte a été à l'encontre de mon beau-père et de ma mère. Dès l'instant où j'ai déposé ma première plainte, je me suis retrouvée face à ma famille maternelle, face à des gens qui sont devenus des inconnus, totalement
Tout le monde m'a tourné le dos. Je me suis fait humilier, insulter. On m'a pas cru du tout. Au bout de 8 longues années de procédure, j'ai réussi à avoir un procès qui malheureusement s'est très mal passé. On m'a reproché de ne pas savoir dire non en fait. On m'a expliqué qu'à 14 ans, une jeune fille, elle sait dire non. Et que si on ne dit pas non, c'est qu'on l'a voulu. J'ai dit non, j'ai toujours dit non. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'en sortir. Je l'ai pourtant bien expliqué tout au long de mon procès que c'était difficile, cette manipulation et cette emprise. Mais on ne m'a pas cru. On ne m'a pas cru. On m'a demandé de me taire, on m'a demandé de pleurer en silence. J'ai eu en face de moi des personnes de la justice qui ont rigolé, jusqu'à ce que mon avocate lui demande d'arrêter. Elle a osé continuer. Pendant des minutes et des minutes entières de procès, j'ai eu cette femme en face de moi rigoler sur mon malheur. J'ai trouvé ça horrible, horrible. Pour moi, il y avait que la justice pour m'aider. Et la justice, elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. À la fin d'un procès, on dit toujours que le doute de la justice profite aux accusés. C'est quelque chose de terrible. La justice pénale, par elle-même, n'a pas d'essence thérapeutique. La justice n'est pas là pour faire œuvre de thérapie. La thérapie, c'est un autre type d'action qui doit se dérouler dans d'autres conditions, dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Alors quand je dis cela, je ne nie absolument pas la place que peut avoir le procès dans un processus de construction, reconstruction de la personne victime à l'égard justement des faits qu'elle a subis.